Bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont en ligne ou présents parmi nous. C'est un véritable plaisir de vous avoir avec nous. Petit point technique avant de commencer. Pour bien entendre, il y a des écouteurs qui sont fournis plus haut dans les estrades et il est important de scanner le QR code pour directement avoir le son sur l'application. Donc nous sommes réunis ensemble pendant 1h15. Donc pendant 15 minutes, il va y avoir un livrable qui va être présenté autour de la décarbonation. Et puis, pendant 1 heure, nous aurons le plaisir de recevoir 3 startups avec un grand groupe pour avoir un retour d'expérience sur le sujet. Je laisse la place à Grégoire pour présenter ce livrable. Merci, bonjour à tous. Je suis Grégoire Souloir, enchanté. Je travaille chez BPI France et j'ai participé à la construction avec nos partenaires de l'Alliance Industrie du Futur et de France Industrie du mapping des startups qui agissent pour la décarbonation de l'industrie. Pourquoi ? Pour donner des clés d'agir pour les industriels, pouvoir s'entourer des startups qui proposent des solutions innovantes pour permettre aux industriels d'accélérer sur leur trajectoire de décarbonation. Et je vais passer tout de suite la parole à Vincent Moulin-Wright qui va pouvoir se présenter et nous parler de la vision qui nourrit ce type d'initiative derrière les principaux défis pour l'industrie française. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je dirige France Industrie, qui est l'organisation française de l'industrie, qui rassemble à la fois toutes les fédérations sectorielles de l'industrie et les grandes entreprises de l'industrie, environ 80 adhérents. Alors, les défis de l'industrie, aujourd'hui, ils sont doubles. C'est de réussir la numérisation de l'industrie, réussir aussi la décarbonation, donc la transition écologique pour l'industrie, tout en restant compétitif. Donc ces deux choses-là, l'industrie en a tout à fait la capacité. Sur le numérique, on va en discuter tout à l'heure avec les gens de l'association AIF et de la filière Industrie du Futur. La numérisation des PME, la plateformisation, les data, la 5G, la montée en gamme de l'industrie par le digital et notamment ces PME, ça c'est le premier engagement, c'est le premier challenge de l'industrie. C'est un challenge technologique. On a fait de gros progrès depuis 2015, depuis qu'un certain Emmanuel Macron nous a poussé à monter cette association AIF aujourd'hui, qui est une filière, donc qui a marqué des points importants dans la maturité digitale de l'industrie, mais surtout de l'écosystème PME et ETI. Et puis le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de décarbonation. La décarbonation, c'est évidemment consommer moins d'énergie, c'est changer d'énergie, passer des énergies carbonées aux énergies décarbonées. Alors ça, je dirais que c'est un challenge important et un engagement de l'industrie, parce que l'industrie, sur ce sujet-là, elle a un bilan très positif et elle a une ambition très forte. Son bilan, c'est que déjà, et je crois qu'il y a assez peu de secteurs économiques en France qui peuvent le dire, elle a décarboné de 40%. On a baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 40% depuis 1990. Et puis, pour parler d'aujourd'hui et de demain, on a construit une trajectoire de décarbonation très robuste, avec des technologies, avec des financements, avec des conditions, évidemment, qui nous permettent de refaire la même chose, la même, comme on dit, moins 45% de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone au bout du chemin en 2050. Et c'est tout à fait possible. Bon, la condition qu'il faut, c'est qu'on ait suffisamment d'électricité décarbonée, parce que décarboner l'industrie, c'est d'abord électrifier l'industrie. Donc ça, c'est la condition de réussite pour allier ces deux parties-là. Et il restera toujours un talon d'industrie qu'on ne peut pas décarboner, en tout cas aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a besoin d'innovation et que les startups, parmi d'autres, sont des acteurs extrêmement vivants de l'innovation, notamment de l'innovation de rupture. Parce qu'on sait aujourd'hui les technologies qu'on a, on sait les technologies de demain, parce que la R&D nous montre ce qui va marcher, mais on a aussi besoin des technologies d'après-demain, parce que 2050 c'est loin, celles qui vont nous permettre de passer le mur, le plafond de verre, celles qui vont permettre au ciment de se décarboner complètement, à la chimie de se décarboner complètement, ce qui n'est pas encore complètement possible aujourd'hui, parce qu'il y a des lois de la physique et de la chimie qui sont pour l'instant pas totalement abolisables, donc on va encore travailler là-dessus. C'est intéressant, de fortes ambitions et aussi un enthousiasme porté par toute une filière. Avant de passer la parole à Alexandre, je voulais remettre aussi dans le contexte de la désindustrialisation de l'industrie cette notion de trajectoire de décarbonation, parce qu'il y a une vraie baisse d'activité du secteur industriel en France sur les 30 dernières décennies qui explique en partie la trajectoire de décarbonation. Donc, au vu des
dernières incentives pour la création de nouvelles usines, justement la réindustrialisation du territoire. Comment on peut aller vers une trajectoire de réindustrialisation qui soit compatible avec une trajectoire de décarbonation, puisque mécaniquement, plus on a d'acteurs, plus on a d'usines, plus on a d'émissions nocives pour l'environnement? Alors pas forcément, justement. En fait, la décarbonation et la réindustrialisation, c'est les deux faces d'une même pièce. Il faut décarboner pour réindustrialiser, mais il faut réindustrialiser pour décarboner. Je vous donne 2 chiffres. Bon, d'abord, c'est vrai, l'industrie a beaucoup perdu de terrain depuis 30 ans, mais depuis 7 ans, elle en a beaucoup regagné. En tout cas, elle a stabilisé sa chute et elle est en voie de remonter. C'est bien pour ça que nous sommes très présents à Big, et pas seulement grâce aux startups industrielles, mais en partie aussi. Donc ça, une première donnée. Aujourd'hui, l'industrie d'aujourd'hui, l'écosystème industriel aujourd'hui, il est beaucoup plus vert que celui qu'on a perdu. À la limite, celui qu'on a perdu, c'est comme ça, il était assez carboné, il n'était pas très compétitif. C'est la théorie du renouvellement compétitif qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie nouvelle qu'on construit, elle est nativement verte. Elle est nativement décarbonée. Deuxièmement, elle est beaucoup plus compétitive puisqu'elle arrive à se faire en France. Et je vous donnerai 2 chiffres. Hein. L'euro de PIB que la France produit aujourd'hui est un des plus décarbonés des pays développés au monde. On vit dans un pays extrêmement décarboné. Parfois, on dit le pays le plus décarboné, c'est la Suisse. Maintenant, la France est devenue le pays pratiquement au monde le plus décarboné dans sa production de PIB. Et deuxième chose, ça continue, puisque la décarbonation de notre industrie, elle va se poursuivre dans les années qui vont venir. Alors, il faut là-dessus pas perdre de vue que les startups industrielles vont nous rendre un service énorme. Il y a celles qui sont les industries de demain, hein, les startups dites industrielles, puis il y a aussi celles qui portent les solutions de décarbonation de demain. Celles qui apportent des solutions sur la séquestration du carbone, sur l'hydrogène vert, sur le recyclage des matières premières, sur l'éco-conception. Enfin, toutes ces startups industrielles, aujourd'hui, on les a calculées avec mes équipes de France Industrie. Il y en a plus de 2000 en France qui sont actifs dans la décarbonation et la réindustrialisation. Donc je pense que ces 2 sujets qui se rejoignent complètement et qui font que les défis de demain, moi je pense qu'en tout cas chez France Industrie, ils ne nous font pas peur, on ne manque pas d'ambition, il nous faut juste assez d'énergie, il faut que la France produise assez d'électricité décarbonée, nucléaire, énergie renouvelable, hydraulique, pour pouvoir fournir l'ambition de décarbonation qu'on a. Merci beaucoup Vincent. Je vais passer la parole à Alexandre. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter et puis nous donner un peu ta vision du rôle de l'innovation face à ces défis? Oui, alors bonjour à tous, moi Alexandre Lacour, donc je suis président d'un groupe familial qui est dans l'industrie. On a 3 métiers. On est fabricant de machines tournantes, donc pompes centrifuges, principalement pour servir notamment l'ensemble des filières aujourd'hui du CNI, que ce soit dans le traitement des eaux, donc dans l'environnement, dans les déchets, dans l'hydrométallurgie, dans la chimie. On a une autre activité où on transforme des polymères dits de haute performance. Donc on part de granulés, on fabrique des semi-produits, des galets, des plaques, des joncs, principalement pour l'industrie de pointe. Et une dernière activité, on est toujours dans le domaine de la mécanique et dans les pompes. Et là, c'est plutôt des machines qui sont notamment orientées pour le drainage, l'irrigation et tout ce qui touche autour de l'aquaculture. Alors évidemment, l'innovation, ça nous parle. Là, j'interviens plutôt en tant que pilote justement du comité start-up au sein de l'AIF, puisque en tant que fabricant de machines, fabricant d'équipements, on est notamment dans cette filière Solutions Industrie du Futur, donc qui est notamment la filière animée par l'AIF et sur lequel différents travaux ont été faits pour justement essayer de faire monter en gamme les fabricants de machines ou en tout cas les offreurs de solutions. Donc l'un des enjeux en effet autour de l'innovation, c'est comment on est capable d'accompagner cette industrie qui doit se transformer. On parle d'industrie 4.0, l'un des grands sujets de l'industrie 4.0 ou de l'industrie du futur, c'est notamment la brique digitale, le numérique, on parle notamment de la data, mais on a aussi tout de suite le pas qui s'est orienté notamment vers les enjeux environnementaux, écologiques. Et là, on parle déjà indirectement de sujet d'industrie 5.0. Quand on va intégrer la partie environnementale, quand on intègre l'acceptabilité au changement, puisqu'on a aussi indirectement un changement dans nos entreprises industrielles, c'est-à-dire qu'on a une multitude de défis en fait tout simplement à résoudre. Donc on soit sur l'innovation produit, en fabriquant des produits plus décarbonés, ou qu'on soit dans l'innovation de procédés ou de process, en intégrant du digital dans les entreprises ou dans des procédés industriels, la filière Solutions Industrie du Futur est en fait au cœur finalement de l'ensemble des autres filières du CNI, puisqu'elle vient apporter vraiment des solutions pour aider l'ensemble des industriels justement à commencer cette transformation, en tout cas à accélérer dans cette transformation. Et dans le cadre des startups,
il y a toujours le vrai sujet, c'est comment on travaille avec des startups. En tant qu'industriel, du coup, c'est des sujets que l'on a régulièrement. C'est des cultures qui sont différentes, c'est un rapport au temps qui est différent. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Et dans justement ce comité de pilotage, le but est de mettre en avant notamment l'écosystème startup, de sensibiliser cet écosystème pour que du coup, il soit justement plus en capacité de comprendre comment aider les industriels à se transformer et que les industriels eux-mêmes aussi soient en capacité de comprendre quelles sont les contraintes notamment des startups. Donc c'est l'un de nos grands enjeux justement, c'est aider les industriels à intégrer l'innovation notamment au travers du coup des startups qui sont aujourd'hui force de proposition dans énormément de domaines. On parle de la décarbonation, mais la décarbonation, c'est extrêmement large. Il n'y a pas que l'énergie. On parle des ressources, on parle de la matière première, on parle de la fin de vie d'un produit. Donc le cycle est extrêmement long. Et justement, la transition est toute trouvée. Il y a une notion importante qui est au cœur de la décarbonation, qui est celle de la circularité. Est-ce que tu peux nous parler du rôle et du niveau d'avancement des projections sur la notion de circularité qui est très liée à la fois à l'innovation et à la fois à la décarbonation ? Mais, là, je fais le parallèle, mais c'est vrai qu'en tant que fabricant de machines, l'un des sujets, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique une machine avec plutôt une approche en fait qui est très linéaire. C'est-à-dire que du coup, on pense à concevoir une machine pour une durée de vie, et à la fin de la machine, on n'est pas forcément, en fait, tout simplement en lien avec comment cette machine va finir sa vie et finalement quels déchets restent et comment on repart finalement dans cette approche industrielle. On voit beaucoup apparaître du coup cette notion de circularité, donc du coup de penser la conception différemment. D'intégrer du coup en même temps ces approches carbone, donc avec notamment des approches d'analyse du cycle de vie, alors qu'on parle de différentes étapes entre les scopes 1, 2, 3, enfin bon, sur le principe, c'est-à-dire que c'est un changement culturel, il faut concevoir différemment, il faut avoir un usage qui est différent, et puis en fin de vie, il faut considérer finalement ces équipements comme étant finalement la matière de demain. Et là, on rentre dans notre approche notamment qui touche à des enjeux de souveraineté, qui touche à des enjeux de résilience, à des circuits courts finalement dans les territoires. Et tous ces changements-là, en termes humains dans les entreprises, sont en fait des changements absolument majeurs. Et il y a besoin justement d'accompagner ces compréhensions puisqu'on est dans une approche qui est très systémique et qui est finalement extrêmement rapide pour lequel le switch en fait de cette ancienne industrie à cette industrie décarbonée, compétitive, utilisant le digital amène énormément de défis. Et donc les startups justement sont aussi force de proposition pour ces accompagnements-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Vous l'attendez impatiemment, donc on va venir au livrable en question. On va vous partager un QR code qui va vous permettre d'y accéder. Donc je vous invite tous à vous munir de vos portables et à scanner ce QR code. Ça vous permettra d'accéder à l'article de publication du mapping. Et puis en bas, vous aurez un bouton pour le télécharger. Un mapping, qu'est-ce que c'est ? C'est une cartographie, évidemment. Cette année, on référence 236 offreurs de solutions à destination des industriels. Vous l'avez compris, les industriels font face à des défis. La vision de l'AIF et de France Industrie sont très précieuses pour porter la mise en contexte et évidemment très importante pour que cette vision ruisselle dans tout l'écosystème industriel. Ce type d'outils de livrables, c'est aussi un moyen de naviguer vers un écosystème qui est étranger à la plupart des industriels. On a designé différentes catégories, à la fois des solutions qui vont toucher la partie aval de la chaîne de production sur les matériaux, sur la traçabilité et la logistique. On va aussi avoir des solutions sur le cœur de la production industrielle, à la fois les enjeux énergétiques qui, Vincent en parlait, sont une large partie du défi des industriels, et puis aussi la notion de pilotage RSE et empreinte carbone. Et puis enfin, évidemment, la partie aval de cette chaîne de production, avec la maîtrise des risques, des externalités. On rejoint aussi la notion de circularité avec des solutions pour le recyclage, pour le réemploi des matériaux. Donc à travers ce mapping, l'idée c'est que tous les industriels puissent, selon les points durs qu'ils observent dans leur entreprise, trouver des solutions et avoir ce livrable comme point de repère, comme boussole de navigation dans l'écosystème startup pour entrer en contact, développer des synergies, idéalement des collaborations et trouver surtout des solutions qui alimentent leur roadmap de décarbonation qui est évidemment au cœur de toute direction d'entreprise aujourd'hui. Donc on va passer au concret, à la pratique et au retour d'expérience des industriels et des startups avec mon collègue Alexandre qui va accueillir les différents intervenants.
Je vous remercie pour votre intervention. Je profite du dernier temps de parole pour remercier Alexandre et Vincent de leur présence et d'avoir partagé leur vision. Et je vous souhaite de très bons échanges autour des vertus de la collaboration entre industriels et start-up. Donc pour continuer à illustrer les précédents propos, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir 3 belles startups avec nous et un grand groupe qui vont se présenter. Je n'en dis pas plus, je vais laisser la parole aux intéressés et je commence de manière très directe par ma droite. Bonjour à tous, Rémi Ponton, je suis le directeur général d'une société qui s'appelle Tekna, qui fabrique des poudres pour différentes applications, la fabrication additive. On fabrique aussi des nanopoudres de nickel pour des composants électroniques et plus récemment des nanopoudres de silicium pour des composants d'anode pour les batteries. Donc nous sommes implantés à Mâcon et Tekna fait partie d'un groupe qui fait à peu près 400 millions de chiffres d'affaires. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Julie Fréty. Je suis responsable du développement commercial de la société Sintermet. Sintermet, c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2016 et qui conçoit et fabrique des matériaux innovants qui ont des propriétés augmentées à partir d'un procédé qui s'appelle le frittage flash ou frittage SPS. SPS qui veut dire Spark Plasma Sintering en anglais. Et nous nous adressons à des secteurs d'activité qui sont très différents, autant des groupes dans l'aéronautique ou la défense, des sociétés dans l'horlogerie et dans les outillages industriels. Nous avons pour chacun de ces marchés une proposition de valeur qui est adaptée et innovante et qui séduit nos clients. On est implanté en Côte d'Or et on a actuellement 21 personnes. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Alice Balaguet, je travaille chez Fermat. Fermat, c'est une entreprise qui a été créée il y a 3 ans et qui propose 2 types de services. Un service de recyclage de fibres de carbone et un service de fabrication de produits avec la fibre de carbone recyclée. On a donc 3 implantations. On a une usine à Nantes, un laboratoire de recherche à Paris et un siège social à Paris. Et moi, je suis plus précisément en charge de l'impact chez Fermat. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses, l'impact. Mais chez Fermat, ça veut dire l'impact interne, donc toute la partie RH et communication. L'impact externe auprès de nos parties prenantes, avec toute la partie affaires publiques, puisqu'en fait, on ne fera rien si on n'essaie pas d'influencer sur la législation. Communication externe et l'impact environnemental. Et Alexandre Lacour est parti, mais j'étais très intéressée par tout ce qui a été dit, ça résonnait beaucoup avec ce que Fermat fait aujourd'hui. Moi, j'ai pas de fil, mais vous m'entendez ? Oui. Moi, je m'appelle Guillaume Charpy, je dirige une start-up qui s'appelle Carbonworks. Et en quelques mots, et puis on y reviendra peut-être plus longuement, en quelques mots, c'est une start-up de la décarbonation qui fait, en fait, nous capturons le carbone, le CO2, et nous en faisons des matières premières renouvelables, essentiellement dans le domaine de l'alimentation et tout ce qui concourt à l'alimentation, c'est-à-dire l'agriculture, l'alimentation animale, l'alimentation humaine aussi en direct. Nous sommes basés à Libourne, à côté de Saint-Émilion. Et nous sommes 12 personnes. C'est une start-up qui a 2 ans maintenant, mais qui a hérité d'un programme de recherche bien antérieur. Donc une maturité plus importante que 2 années. Merci beaucoup. Une question pour les 3 startups. Lorsque vous échangez au quotidien avec les grands groupes, quel degré de maturité constatez-vous sur le sujet de la décarbonation ? Bon, je veux bien démarrer, mais je voudrais, si on a le temps, peut-être raconter je dirais ce qui est à l'origine de ce projet, parce que au fond, c'est ça qui fonde la relation avec le grand groupe. Au fond, l'intuition qui est derrière la création de carbone, je dis l'intuition, on a l'impression qu'on se lève le matin, on a une intuition, en fait ça évolue, il faut le maturer, mais je dirais que c'est le fait qu'un jour, bientôt, on l'espère, nous serons, enfin notre planète sera un monde sans carbone.
en tout cas sans carbone fossile. Moi, j'ai bon espoir que ce soit le cas, puisque même le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie pousse à ça, appelle à ça. Donc un jour, ce sera le cas. Et bien sûr, on peut se poser la question, et on doit se poser la question, au fond, comment est-ce que ça se passera à ce moment-là ? Parce que finalement, tout ce qui nous entoure est quand même fait à base de carbone. Nous sommes nous-mêmes constitués de carbone. Donc au fond, c'est quoi un monde sans carbone fossile ? Un monde sans carbone fossile, on peut l'imaginer, on peut se projeter. On sait que sur les énergies, il y a déjà des solutions. Tout ce qui est énergie décarbonée, tout ce qui est renouvelable. Au fond, ce sont des pistes, ce sont des solutions pour l'avenir. Mais pour tout ce qui est intrants pour l'agriculture, intrants pour la chimie, intrants pour l'alimentation, qui sont les sujets que je connais mieux, mais les plastiques, etc. Au fond, comment va-t-on faire ? Quelle solution va-t-on trouver ? Il y a une solution qui est pas mal explorée aujourd'hui, qui est d'avoir recours à la nature. La nature, c'est de la biomasse, c'est du carbone, donc c'est évidemment une solution. Le problème, c'est que la nature est vraiment mise sous pression, une pression croissante. D'abord, du fait du dérèglement climatique, sécheresse, inondation. On voit très bien la chute des rendements agricoles. Et puis, les acteurs économiques eux-mêmes cherchent à accéder à cette nature pour avoir de nouvelles ressources. Donc, c'est une solution, mais une solution finalement très limitée. Il va falloir aller chercher le carbone ailleurs, et ce carbone, pour nous, c'est dans le CO2. Dans le CO2, et pour cela, au fond, on s'inspire du vivant, et je dirais même, on utilise le vivant, puisque nous utilisons pour cela quelque chose que la nature met à notre disposition et qui marche très très bien, qui est la photosynthèse. La photosynthèse, rappelez-vous de vos cours de CM2, c'est la capacité qu'ont les végétaux à capturer le carbone C du CO2 en utilisant l'énergie lumineuse, donc le photon, voilà. Et en relarguant l'oxygène, le O2 associé au CO2. Et au fond, on utilise pour cela des micro-organismes qu'ils font avec un talent absolument incroyable, qui s'appellent les microalgues. Les microalgues, c'est quoi ? Ce sont des micro-organismes que vous connaissez tous. On l'appelle, lorsque c'est dans la mer, on appelle ça le plancton. Mais on le trouve également dans les rivières, dans les lacs, sur les volcans, sur les façades de maisons, absolument partout où il y a des milieux humides. Ce sont des micro-organismes qui font entre 10 et 100 microns, qui, pour les microalgues photosynthétiques, c'est la majorité des microalgues, ont cette capacité à capturer le carbone, mais qui ont une deuxième particularité extraordinaire, c'est que pour s'adapter à leur environnement, elles ont appris à produire des molécules particulières. Et en fonction de la souche que l'on choisit, eh bien, on va produire des toxines, des lipides, des protéines, différentes choses. Et donc, on est capable, en choisissant la bonne souche, de produire de nouvelles matières premières renouvelables pour l'industrie. Donc, c'est absolument ce que nous faisons, avec une difficulté, et si j'ai le temps de lire, vous saurez pourquoi nous avons créé CarbonWorks. La difficulté, c'est que si les microalgues sont bien connues, au fond, depuis les années 50, on sait cultiver des microalgues, mais on ne sait pas le faire à très grande échelle. Or, on a besoin de production de matières premières renouvelables à grande échelle. Et donc, nous nous sommes donnés pour défi chez CarbonWorks de savoir produire ces microalgues à grande échelle. Et pour vous donner quelques chiffres, le meilleur du meilleur, vraiment le meilleur du meilleur aujourd'hui, c'est en microalgues, c'est la production de 90 tonnes de biomasse par hectare et par an. C'est un ratio, 90 tonnes de biomasse produite par hectare et par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, la forêt, c'est de l'ordre de 10 tonnes. Un champ de blé, quand vous comptez à la fois les grains de blé, la tige, le développement des racines, on est plutôt de l'ordre de 20 tonnes. Là, on arrive quand même à 90 tonnes. L'objectif que nous fixons, c'est d'être capable de faire 5000 tonnes de biomasse par hectare et par an. Donc vraiment de changer d'échelle pour apporter des solutions. Et apporter des solutions dans quoi ? Au fond, ce qu'on fait, c'est donc de la capture de carbone et son utilisation, donc de la CCU. Il y a différentes solutions de CCU, des solutions par voie chimique, celles par microalgues. Et nous focalisons sur une problématique qui va devenir
à mon avis, extrêmement forte, c'est celle de l'alimentation. C'est-à-dire apporter à travers l'agriculture des produits de biocontrôle, hein, pour s'affranchir finalement de la chimie de synthèse, apporter des produits biostimulants pour pallier la baisse des rendements agricoles, apporter des oméga 3 pour arrêter la surpêche, donc tout un aspect avec un impact fort sur la biodiversité. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Et on espère que c'est une des solutions qui va répondre donc à un monde sans carbone. Et donc, j'en viens à ta question, Alexandre. C'est quoi la relation avec les grands groupes? Au fond, on pourrait parler de décarbonation puisqu'on fait de la CCU, on fait de la capture de carbone et son utilisation. Mais Vincent l'a dit tout à l'heure, la décarbonation de l'industrie, c'est d'abord la transition la transition énergétique, passer à de l'électricité décarbonée, c'est de l'efficacité énergétique, c'est de la sobriété, c'est du changement de modèle économique. Et puis quand on va plus loin, il faut penser transition écologique et remplacer les intrants. Passer à des intrants qui sont des intrants renouvelables. Et ça, je crois qu'en termes de maturité, on commence à y venir, mais c'est quelque chose de finalement très nouveau. Voilà. J'ai fini par répondre à la question. Oui, donc sur la question, c'était sur les relations entre les grands groupes. Enfin, comment est-ce que les startups peuvent accompagner la décarbonation des grands groupes? Voilà. C'est ça, quel est le degré de maturité des différents interlocuteurs sur le sujet, exactement. Nous, ce qu'on voit chez Fermat, ce que j'ai vu dans les derniers mois, enfin, je suis là depuis le début de l'année et la boîte a 3 ans, c'est que souvent, en fait, il se trouve que c'est de la décarbonation, mais ils n'y viennent pas forcément par ce biais-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fermat propose un recyclage de fibres de carbone et donc du coup propose une fibre de carbone avec des propriétés qui sont 70% à peu près de la fibre de carbone initiale, avec un prix qui est très avantageux par rapport à la fibre de carbone vierge. Et donc du coup, nos premiers clients, ils viennent aussi parce que, in fine, c'est une matière qui est performante, mais qui est à un coût qui est limité. Donc en fait, et par ailleurs, c'est décarboné. Mais ils ne viennent pas parce que c'est décarboné, ils viennent aussi parce qu'on a une proposition de valeur et une proposition de performance qui leur convient tout à fait. Et moi, c'est ce qu'on constate. Et en fait, pareil, Fermat a été fondé fin octobre 2020. Et je pense que vous vous souvenez tous dans quel état était le monde en octobre 2020. Les chaînes d'approvisionnement étaient complètement perturbées. Et donc, Fermat permettait aussi d'avoir accès à de la fibre de carbone sans être dépendant de chaînes sur lesquelles il y avait moins de prises. Et donc, pareil, la raison aussi pour laquelle les clients viennent, c'est parce qu'on permet un approvisionnement en autonomie, puisqu'il y a de moins en moins d'usines de fibre de carbone en Europe. Et du coup, c'est cette circularité qui fait qu'ils y accèdent. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément par le prisme de la décarbonation. Et à la fin, ils y trouvent leur compte, mais c'est aussi parce que notre proposition de valeur, elle répond à un besoin de leur part, d'un point de vue approvisionnement et d'un point de vue coût. Je pense que si on y était juste allé avec, on a le même prix que la fibre carbone vierge, mais elle est recyclée, je pense qu'on aurait eu un peu moins de traction. Voilà. Merci. Moi, ma réponse, elle va être un peu similaire à celle d'Alice, un petit peu différente en même temps. On a 2 secteurs chez Sintermat. On a un secteur matériaux industriels et un secteur matériaux issus du recyclage ou recyclés pour le packaging, notamment de grandes marques de luxe. Donc ces marques de luxe viennent nous voir parce que c'est des matériaux, on va dire, décarbonés ou issus du recyclage. Donc ça les intéresse en premier lieu. Après, effectivement, il faut fournir un service qui permet d'avoir des produits finis qui soient attractifs, qui a le bon design et qui soit beau. Mais c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle ils viennent nous voir pour ce secteur. Pour tout ce qui est matériaux industriels, c'est un peu comme pour Alice, les clients viennent nous voir, mais souhaitent avoir des performances équivalentes à ce qu'ils achètent déjà. Et souhaitent aller vers ce type de matériaux, aussi parce qu'avec notre partie matériaux industriels, on produit des pièces avec une consommation d'électricité qui est moindre par rapport au process traditionnel. Mais ils souhaitent quand même garder des performances équivalentes, également un prix compétitif. Voilà, donc il y a 2 aspects. Merci. Côté maintenant industriel,
quelle feuille de route pour se décarboner? C'est un challenge à relever qui est immense. Un industriel a deux choix, j'ai envie de dire. Le premier, c'est de créer une solution en interne pour se décarboner. Ou le deuxième choix, c'est faire appel à une start-up. En tant que dirigeant, à quel moment vous vous êtes dit je vais faire soit du make, soit du buy? Donc en fait, nous, on est très présent dans le domaine de la fabrication additive, qui est une nouvelle technologie de fabrication de pièces qui est plus vertueuse que de l'usinage, je dirais plus traditionnel. Donc de fait, on est présent dans une technologie qui va utiliser pour des fabrications de pièces des quantités de métal qui peuvent être divisées par 5 jusqu'à 10 de la base. Donc si vous prenez le bilan carbone de la mine jusqu'à la pièce finie, vous vous rendez compte des économies considérables d'énergie, donc de carbone que cela peut représenter. De façon plus générale, moi je dirais le premier carbone qu'on n'utilise pas, c'est celui qu'on arrive à économiser à l'interne. Et dans ce cadre-là, nous on cherchait une façon de revaloriser des sous-produits de nos procédés de fabrication. Et il fallait qu'on fasse ça relativement vite, tout simplement pour gagner déjà en compétitivité, mais au-delà de ça, de pouvoir offrir à nos clients sur les produits qu'on commercialise des bilans carbone qui soient très positifs. Et dans ce cadre-là, nous on a choisi de collaborer et d'avoir un partenariat avec Sintermat. Et ce qu'on est allé chercher donc, dans la start-up, c'est de la réactivité, c'est une technologie éprouvée, innovante, et qui nous permet justement de valoriser nos sous-produits très très rapidement. Cette solution-là, si on l'avait cherchée en interne, ça nous aurait pris des années. Et vraiment, au niveau pour répondre pleinement à la question, ce qu'on va aller chercher chez les startups, ce sont des gens compétents qui réagissent rapidement et qui ont des technologies qui peuvent répondre très rapidement à des problématiques industrielles. Merci. Julie, collaborer avec un grand groupe est parfois pas chose aisée avec les différences de temporalité qu'il y a en interne pour un grand groupe ou une start-up. Durant cette collaboration, quels ont été les grands succès de cette collaboration et quels ont été les éléments où, du point de vue d'une start-up, il a dû falloir ramer, il a dû falloir tout donner pour pouvoir satisfaire pleinement le grand groupe? Alors, je dirais déjà que Tekna est une société qui est bien plus importante que la nôtre, mais qui reste assez réactive. Donc, je n'ai pas, on va dire qu'on n'a pas souffert de problèmes de lenteur administrative avec eux sur le projet dont on parle. Mais Je me permettrai de répondre parce que nous, on était une start-up il y a une quinzaine d'années. Donc, on est resté un petit peu dans le même environnement. Donc, on a de la chance. Donc avec Tekna, on n'a pas eu on s'est pas senti en décalage en fait par rapport à leur process, leurs procédures administratives et autres. Par contre, c'est quelque chose qu'on a déjà ressenti avec d'autres clients évidemment de même taille ou voire de taille supérieure. Donc il y a une temporalité qui est différente évidemment. Les choses n'ont pas la même vitesse. Ça, il faut s'adapter. Mais quand on rencontre le bon interlocuteur, j'ai envie de dire, ça peut bien se passer. Je me permets encore une fois d'intervenir. C'est-à-dire qu'avec Sintermat, on est arrivé en 4 mois à une solution qui est présentement en test industriel chez des clients. C'est-à-dire c'est allé extrêmement vite, extrêmement bien et ça nous permet de revaloriser à peu près 15% des volumes de poudre produits par année et on compte même étendre cette revalorisation à certains déchets industriels que nos clients, qui sont des grands donneurs d'ordre aéronautiques, peuvent avoir sur des productions de pièces en fabrication additive. Donc ça a été très très vite, ça a été extrêmement efficace et les résultats techniques sont au-delà des attentes. Je confirme que 4 mois de développement, c'est assez court par rapport aux autres... C'est pas la norme, on est d'accord. par rapport aux autres projets qu'on a avec des grands groupes. Donc c'est quand même assez exceptionnel, mais ça vient aussi du fait que Tekna a mobilisé des moyens et des personnes motivées qui se sont impliquées dans le projet. Et donc c'est pour ça que ça a mis si peu de temps par rapport à d'autres projets. Voilà, et c'est typiquement le besoin que nous avions en tant qu'industriels, c'est d'aller extrêmement vite et pour être extrêmement performant. Et non pas monopoliser à l'interne des ressources où il aurait fallu monter en compétences sur des procédés que nous ne maîtrisons pas. Ben, on va chercher des gens qui ont développé des procédés, développé des technologies qui nous font avancer et qui nous font avancer très très vite.
Impressionnant, bravo en tout cas pour les 4 mois, c'est quelque chose Merci. d'extrêmement rapide. Alice, sur le sujet de la décarbonation, pour vous, quelle est la portée justement que votre startup a? Et est-ce que vous pensez que c'est la solution pour décarboner ou pas? Ce serait hyper prétentieux de dire que c'est la seule Tout à solution. Donc non. Mais c'est vrai que, et ce qui a été dit tout à l'heure dans l'introduction a beaucoup résonné parce que, notamment sur la partie fin de vie des matériaux et des machines. Aujourd'hui, il y a effectivement tout le sujet de décarbonation de l'énergie qu'on utilise pour produire. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on produit différemment. Et en fait, il y a la matière première aujourd'hui. Nous, chez Fermat, on a envie d'un monde où on n'a plus besoin de matière première vierge, en fait. C'est-à-dire que toute la matière première qu'on pourrait utiliser pour produire de nouveau, elle existe déjà et elle est réutilisable. Ça nécessite plusieurs choses. Aujourd'hui, le procédé de Fermat, il est recyclé. Enfin, les produits qui sont faits en Fermat, ils sont recyclables à l'infini. Ça n'aurait pas de sens aujourd'hui de faire des produits recyclés qui ne sont pas recyclables. C'est vraiment une absurdité. Donc ça, c'est un sujet. Mais il y a aussi l'autre point qui est qu'il faut que les produits d'aujourd'hui et de demain soient conçus d'une façon éco-conçue qui font que demain, ils sont recyclables. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura beau décarboner l'industrie, d'un point de vue énergie, si on continue à faire venir de très loin de la matière et de jeter sans recycler des produits qu'on a déjà produits, on aura, je pense, loupé quelque chose. Voilà. Et donc, voilà, nous, notre idée, c'est vraiment que l'industrie de demain, donc la première révolution industrielle, c'était la vapeur, la deuxième, c'était, on va dire, le pétrole, et la troisième, c'est tout est en circuit fermé, tout est réutilisé. C'est pas possible aujourd'hui, parce que tous les produits ne sont pas conçus de cette façon, mais ça peut l'être. Et voilà, on travaille dessus. Merci. Dans le cadre justement de ce circuit fermé, est-ce que la captation carbone, c'est la solution pour justement revaloriser ces émissions que les industriels peuvent avoir? Si on se tient à la valorisation des émissions de CO2, oui, la capture de carbone, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a différentes technologies de capture de carbone. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure la capture de carbone par voie chimique, qui fait tout à fait autre chose, qui fait plutôt des molécules plateformes. Alors que la voie biologique fait plutôt des molécules à forte valeur ajoutée. Donc on adresse des marchés qui sont très différents. Moi je dirais que ça répond à deux choses. Ça répond à faire quelque chose du carbone qui est tout de même émis aujourd'hui. Mais en tout cas, la deuxième chose, c'est clairement d'inventer un monde sans carbone fossile, encore une fois. Qu'est-ce que ce sera que le carbone quand il n'y aura pas de carbone non fossile? Je ne sais pas si si vous connaissez ce terme, c'est tout ce qui est carbone biogénique. Donc le carbone qui est déjà à la surface de la Terre et qui fait partie d'un cycle. Un cycle naturel, par exemple les méthaniseurs. Les méthaniseurs prennent des végétaux qui contiennent du carbone et rejettent le CO2 correspondant aujourd'hui dans l'atmosphère, et c'est du carbone qu'on va utiliser pour faire des produits dans l'avenir. Donc pour moi, c'est une solution aujourd'hui de décarbonation, demain véritablement une des solutions pour vivre dans un monde sans carbone fossile. C'est une belle ambition, merci. Rémi, pour amener à la décarbonation, il a fallu trouver la bonne start-up parmi tout le panel qui existe. Juste avant, il y a eu le mapping décarbonation qui a été présenté. Il y a 2000 start-up de la décarbonation qui sont prêts à être là, à aider les industriels. Il a fallu choisir la bonne. Donc, comment vous avez réalisé à travers tout ce panel pour choisir la bonne pépite? Quel facteur clé de succès vous vous êtes dit, c'est celle-là que je veux pour m'aider à réaliser cette décarbonation? Donc en fait, le choix était assez naturel en fait, parce qu'on est très implanté auprès de la communauté scientifique française, en tout cas dans les problématiques qui nous intéressent, c'est-à-dire les poudres, la métallurgie des poudres, les nanotechnologies.
Et assez naturellement, en fait, on connaissait déjà Sintermat depuis le moment où il y avait une petite machine dans l'université de Dijon, il y a quelques années encore seulement, et maintenant où ils ont un vrai site industriel dans lequel ils peuvent produire des pièces avec beaucoup de poudres différentes. Et en ayant un maillage qui soit suffisamment important, je dirais, à l'échelon national, ça nous permet d'avoir accès et d'avoir connaissance de certains procédés, certaines technologies. Et là-dedans, la veille technologique nationale et même européenne est très importante. Je veux dire, avant de savoir ce qu'on cherche, faut essayer de savoir ce qu'on veut trouver. Hein, et c'était vraiment un des axes qu'on a eu quand on a installé Tekna en Europe, maintenant en 2012, hein, c'était d'être très très proche de la communauté scientifique, la communauté technique universitaire, pour ne pas les nommer, c'est le CEA bien sûr, le CNRS, hein, et tous les laboratoires de recherche, les IRT. Et c'est très important. Il faut savoir qu'en France, moi je le vois parce que je voyage grand international très souvent, il y a quand même des vrais savoir-faire, des vraies compétences. Si la majorité de nos ingénieurs sont pompés aux États-Unis, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein, et on a la capacité en France d'innovation appuyée sur des vraies connaissances et un vrai savoir-faire technique et scientifique. Et quand on est bien intégré dans cet écosystème-là, on peut avoir accès, on peut trouver très facilement en fait des acteurs qui peuvent nous amener des solutions concrètes et technologiquement, même industriellement assez éprouvées. Bon, je crois que nos 3 startups sont bien implantées, du coup, ça fait plaisir. J'ai une question concernant le passage entre le POC et à grande échelle au sein d'une entreprise, d'un grand groupe. Il y a toujours une phase d'industrialisation pour une startup qui est nécessaire. Est-ce que vous pourrez nous donner des clés de lecture justement sur cette phase-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi de passer d'un POC à un déploiement industriel? Parce que vous-même, vous avez dû vous transformer. Alors, concernant la collaboration qu'on a avec Tekna, c'est vrai que sur la partie POC, on a été très réactif. On a su être très proche de notre client pour comprendre ses problématiques. Donc après, c'est vrai que notre procédé de fabrication était déjà très adapté pour produire les premiers POC, donc ne nécessitait pas d'adaptation particulière. Donc c'est une phase qui a été assez rapide et qui s'est bien déroulée. Après, pour tout ce qui est passage en grande série, effectivement, il y aura sûrement des adaptations à faire sur la machine, au niveau des outillages, un certain nombre de choses à organiser au niveau de la production pour pouvoir répondre à la demande de Tekna qui va être une demande qui va être de plus en plus importante. On va partir de petites séries pour monter sur des grandes séries. Voilà. Oui, sur la partie... Donc sur la partie POC et industrialisation, je pense que j'ai à peu près la même réponse que Julie. C'est vrai que aujourd'hui, les clients qu'on a, ils sont en majorité, ils fabriquent des articles de sport. Et du coup, il y a un travail très très resserré entre les équipes produits qui accompagnent le client et les équipes commerciales dans la définition du produit qu'ils souhaitent, et les équipes de développement qui du coup vont développer le matériau qui correspond à la performance du client. Voilà. Et donc là, ça nécessite peut-être des outillages particuliers, des moules spécifiques. Et voilà. Et donc les allers-retours sont fréquents avec le client. Et puis après, il y a l'attente du retour du test que le client va faire chez lui. Et ensuite, la commande et l'industrialisation. Mais c'est vrai que ce qui fonctionne, je pense bien, c'est le fait d'être très resserré, de savoir exactement et d'avoir un cahier des charges ultra précis du client, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas au démarrage, surtout sur des nouveaux matériaux comme ce que nous on propose, et d'être très réactif sur les demandes du client. Du point de vue de Carbonworks, je dirais il y a deux montées en échelle en fait. Une montée en échelle sur la partie technologique que j'ai exprimée, c'est-à-dire cet outil de culture intensive de microalgues. Et là, je dirais, c'est vraiment de la montée en échelle industrielle avec
beaucoup de travail avec pas mal d'imagination, mais beaucoup de choses pour simplifier en fait des technos qui à l'échelle pilote sont quand même encore un peu complexes, du travail en design to cost, avec qui est-ce qu'on peut trouver des partenaires qui vont nous permettre d'industrialiser des choses. Donc voilà, il faut, de mon point de vue en tout cas pour Carbonworks, vraiment s'entourer de sachants. Et puis avoir des équipes qui arrivent à se remettre en cause et qui arrivent à se dire ça on ne sait pas faire. Il faut vraiment qu'on trouve autour de nous des gens qui vont nous apporter une compétence particulière. Et puis on a une autre montée en échelle, ce sont les co-développements avec nos partenaires industriels sur l'élaboration d'une matière première nouvelle à partir de microalgues. Le principe, c'est de comprendre ce qu'ils souhaitent faire, d'aller chercher la microalgue qui va répondre aux besoins du client, soit en termes de fonctionnalité, soit en termes de production de molécules, et puis de faire des POC en laboratoire, de faire des POC ensuite en pilote, et puis d'échanger constamment avec le client. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus, ça demande un petit peu plus de temps de notre côté, parce qu'ensuite, il y a tout un aspect réglementaire qui est très long, c'est-à-dire que ça peut durer plusieurs années, uniquement du point de vue réglementaire. Donc quand on lance aujourd'hui une POC, on se dit qu'on va pouvoir mettre le produit sur le marché, donc répondre à notre client plutôt en 2028-2029. Pour continuer sur l'aspect réglementaire, vous créez de nouveaux entrants ou vous faites du recyclage de matières pour les réintégrer en tant qu'entrants. Comment vous faites pour rassurer les industriels, pour dire que votre produit est conforme à leurs attentes, sachant qu'il y a très peu de retours in fine sur ce nouveau produit que vous êtes en train de créer ou recycler? C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect test. C'est que dans l'exemple de notre partenariat avec Decathlon sur des raquettes, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est ce qu'ils ont fait subir entre guillemets à nos matériaux pour s'assurer que c'était en ligne et c'était prévu avec leurs attentes est assez conséquent. Et on s'y était préparé et pour l'instant tout se passe bien. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est que du coup ils ont ils ont un protocole de test pour la performance, le niveau de résistance du produit. Ils ont tout un tas de critères. Et en fait, ils font passer notre produit comme n'importe quel matériau dans cette grille de référence. Voilà. Et la difficulté qu'on a avec les clients, c'est qu'il y en a certains qui nous l'ont transmise de façon très transparente et d'autres pour lesquels on doit un peu la découvrir avec eux au cours de la relation, ce qui est un tout petit peu plus compliqué. Voilà. De notre côté, donc, par rapport au projet avec Tekna, c'est vrai que Tekna avait la possibilité de tester nos échantillons, nos prototypes directement en production réelle. Donc c'est pas vraiment des tests de laboratoire, c'est en test réel. Donc ça nous donne déjà une idée de la performance et de l'adéquation de notre matériau. Après, pour les autres clients avec qui on peut être en contact, on a plusieurs cas. On essaie de les rassurer, de leur prouver les performances de nos matériaux avec des fiches produits qu'on a élaborées tout simplement. Certains matériaux sont très proches des standards, mais on va dire présentent des propriétés augmentées, donc ça leur permet de se rapprocher à quelque chose qu'ils connaissent. Puis après, si on a la possibilité de tester les pièces en conditions réelles, c'est sûr que c'est l'idéal pour nous. C'est pas forcément toujours le cas. Dans certains cas, il y a toute une batterie de tests qui doit être faite, mais qui ne sont pas des tests en conditions réelles. Donc on s'appuie sur des tests, différents tests de laboratoire pour prouver aussi la qualité et les performances de nos matériaux. De notre point de vue, c'est plus de l'audace que l'on demande à la grande entreprise, parce que ça va être du co-développement. Et au fond, on va découvrir ensemble la bonne souche, le bon produit qui répond à leur cahier des charges. Mais évidemment, on n'est pas en mesure de leur apporter le produit en leur disant testez-le. Donc c'est vraiment, on va inventer ensemble quelque chose. D'accord. Concernant, en tant qu'industriel, il y a des solutions qui permettent de décarboner et où le ROI est tangible et quasiment immédiat, comme par exemple avec Sintermat. Mais ce n'est pas le cas forcément pour toutes les innovations qui permettent de décarboner un industriel. En tant qu'industriel,
Comment vous arrivez à convaincre potentiellement vos personnes en interne ou vos clients qui risquent d'avoir une modification du prix final si celui-ci devient décarboné? Alors, déjà, il faut savoir que dans l'industrie, cette question de décarbonation, en tout cas dans nos pays, elle est maintenant nécessaire, je dirais même obligatoire. Je veux dire, vous ne pouvez pas être considéré comme un fournisseur de rang 1 ou 2 sans avoir intégré ces valeurs. C'est une valeur maintenant. Possible. Considération ESG, je parle du. Elles sont toutes importantes et je crois que les grands industriels aujourd'hui intégrés, c'est de la matière ou du produit qu'ils vont utiliser. Donc je dirais que c'est un peu plus facile maintenant, du point de vue quoi, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas dans le domaine dans lequel ils sont devenus sur le territoire européen national. Ça c'est évidemment tout du carbone qu'on va pas utiliser. Et tout le monde est d'accord pour payer le prix. Et je suis même prêt à dire que maintenant le consommateur final, et là je vais au-delà des grands groupes, mais tout le monde est prêt à mettre le prix maintenant, même dans un contexte d'inflation qu'on vit. À partir du moment où on a les moyens, on est capable de mettre le prix dans ces questions-là. Il est factorisé déjà. Et il présente un avantage. Après, il y a tout l'aspect réglementaire en Europe. Maintenant, il y a des taxes carbone. Indirectement, et de plus en plus le d'intégrer dans les contrats et ces aspects environnementaux qui sont de plus en plus présents et qui vont coûter de plus en plus cher. J'en ai Thierry Breton, douteux des voitures électriques chinoises. On se rend bien compte qu'elles ne peuvent pas être dans des usines et des voitures à des coûts comme ça. Et il était question d'augmenter les douanes. Et je crois qu'elle va perdurer et simplifier. Merci. En mot de la fin, que vous pourriez, du coup, vous tous, de collaboration grand groupe, puisqu'on a dans notre auditoire de nombreux futurs entrepreneurs qui vont se lancer, je l'espère. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme élément clé sur cette fameuse collaboration de la décarbonation? C'est une vaste question et je me permettrai d'y répondre en tant qu'ancien start-upper. Parce qu'il y a 15 ans, on était start-up quand même. Donc la première chose qu'il faut chercher, là je m'éloigne un peu de la décarbonation, mais c'est une adéquation. C'est l'argent qui fait marcher tout ça. Et s'il n'y a pas de clients, ça ne va pas marcher. Je veux dire, aller chercher de l'argent à droite, à gauche, ça tient un temps, mais au bout de 2-3 ans, ça ne va pas durer plus que ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne adéquation. Le deuxième conseil que je peux donner, si on me demande un conseil, c'est de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. C'est-à-dire, on a une technologie qui fait tout, donc on a tendance à aller chercher tout le monde qui est intéressé par cette technologie. Non, il faut aller chercher le bon partenaire. Et là, je rejoins la collaboration avec le grand groupe. Il faut viser les grands groupes ou le partenaire qui peut avoir le plus d'adéquation entre la technologie et le produit. Très, très important. Pour l'avoir vécu, nous on a commencé à fabriquer des poudres pour la fabrication additive quand la fabrication additive n'existait pas. Vous voyez que c'est compliqué. Au bout de 3 ans, la technologie a commencé à exploser et depuis on connaît des différences. Au début c'était même à 3 chiffres. Donc on a eu de la chance, mais il a fallu vraiment se concentrer sur ce secteur-là et pas aller ailleurs. Parce que quand on est start-up, on n'a pas énormément de ressources. On n'est pas un grand groupe, justement. R&D de 200 qui sort des brevets à longueur de journée et des idées en dehors de journée. Non, on a des ressources très limitées. Et après, vous avez le problème de l'industrialisation. Quand vous avez trouvé le bon partenaire et quand tout marche bien, après, il faut industrialiser. Là, c'est encore une autre étape. Et c'est là, généralement, qu'on vient à la BPI. Parce qu'il faut du cash.
Voilà, il faut de l'argent pour faire ça. Et il faut avoir les reins solides parce que quand vous visez des applications comme ça qui intéressent principalement des grands groupes ou des grands donneurs d'ordre, ils vont vous demander dans le premier contrat, vous avez une question, c'est est-ce que vous faites 250 millions de chiffre d'affaires? Non. Pas garanti ailleurs parce que de prix, on va dire. Je pense que tout le monde connaît le terme RFQ. Si vous ne faites pas 200 ou 250 millions de chiffre d'affaires, parce que vous n'êtes pas solvable. Voilà. Donc il y a beaucoup d'étapes. Voilà. Et c'est de longue haleine. Mais encore une fois, il faut se concentrer. Là, on est fort. Mettre les ressources que vous avez dessus et croiser les doigts derrière que le grand groupe il arrive à avancer à la même vitesse que vous, ce qui n'est jamais le cas. Voilà. À mes voisins, pour l'instant. Moi, je vais reprendre ce que je disais en introduction, c'est que la valeur que vous proposez au grand groupe soit très intéressante et dans l'approvisionnement qui était existant, alors que pour certains, c'était compliqué de s'approvisionner en fibre de carbone, et qui était aussi intéressant. Je pense que il être aussi compliqué de travailler avec des startups que le lendemain, ça peut faire faillite. Moi, j'ai un certain nombre de startups avec qui on a travaillé et et je sais qu'on avait cette crainte de se dire oui, mais en fait on va pas transformer ce qu'on a fait logistique demain où le move il est très compliqué en fait, voilà. Donc c'est aussi difficile avec une startup de travailler un grand groupe. Bosser pour le grand groupe. Et par ailleurs, il faut aussi donner ces gages de sérieux, on va dire, encore une fois, pour avoir été des deux côtés, d'un point de vue contractuel, d'un point de vue test, technique, comme disait Julie tout à l'heure, parce que le changement, ce serait tellement plus facile de ne rien faire de la part du grand groupe, que c'est un engagement qui est vraiment très fort. C'est un on va dire, voilà, c'est le principal sujet. Comme mes camarades ont parlé du point de vue start-up, et j'adhère à tout ce qui a été exprimé, moi je vais dire comment, quelles sont les qualités qu'on cherche dans un grand groupe avec lequel on va commencer à travailler. Et je dirais, la première qualité pour moi, c'est l'audace, puisqu'on va vraiment explorer l'avenir. Donc il y a une prise de risque de la part du grand groupe qui est importante. Ensuite, je crois qu'il y a vraiment, au-delà de l'audace, c'est une demande, un besoin d'avoir une vision, de développer une vision, de développer de l'imagination, parce qu'on invente quelque chose de nouveau. Comme je le disais tout à l'heure, on co-développe quelque chose de très nouveau. Il faut vraiment une capacité de projection de la part et je dirais le plus difficile sans se référer au présent. C'est-à-dire que l'avenir va être radicalement différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Et cette capacité à se projeter radicalement différent, c'est extrêmement difficile. Donc trouver, c'est pas toute la grande entreprise, mais quelques personnes qui arrivent effectivement à dans ce monde nouveau, ça c'est absolument fondamental. Et puis de la même manière que pour les focus, c'est-à-dire qu'on décide de faire quelque chose, on y va à fond, on met les moyens qu'il le faut, on rythme un momentum, et le focus est absolument clé dans le site. Merci beaucoup pour tous ces beaux messages. J'espère qu'ils ont trouvé leur cible. Vous pouvez les applaudir en tout cas. Merci beaucoup. On a le plaisir d'avoir quelques questions-réponses à poser à l'auditoire, à tous ces experts. Est-ce que vous avez quelques questions en stock? Non, il y a qu'il en aura eu. Une question de la part d'Annabelle qui se demande comment la mise en relation entre Tekna et Sintermat s'est faite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a des relations assez suivies régulières avec l'université de Dijon.
dans laquelle Sintermat est originaire, en fait, est un off de l'université de Dijon. Et je dirais que la relation, connaissant déjà les technologies et sa potentialité, a été assez naturelle. Je pense deux entreprises Bourgogne-Franche-Comté, donc il y a aussi des synergies. On se connaît un petit peu dans le même domaine. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a deux autres. À la limite, parlez fort et je transcris, à moins qu'il y ait un micro qui arrive à vous par miracle. Je suis le miracle. Le micro arrive. Start-up qui vous intéresse. Si on fait, par exemple, contacter des start-up, enfin, des grands. On est sur un domaine très technique, technologique. Il n'y a pas que des startups que dans la techno et que dans l'industrie. Il y a des startups dans la finance, il y a des startups dans plein de choses. Et il faut dire qu'en France, il y a une chose qui est dans ces pôles de compétition. Voilà, je me fais mon porte-parole, mais et ça vous donne, c'est une vitrine en fait que vous pouvez utiliser assez facilement. À des ventes, c'est faut vous vendre. Il n'y a que ça. Il y a le savoir-faire et après c'est une façon de l'amener justement pour trouver des partenaires et j'y reviens, des clients. Je confirme que les pôles de compétitivité peuvent être assez intéressants pour accroître la notoriété parce qu'ils organisent des événements, des journées d'échanges, des conférences et des rendez-vous B2B par exemple, donc ça c'est assez intéressant. Il faut oser, avoir de l'audace et surtout être bien implémenté dans la recommandation de pair en pair. Est-ce qu'il y a une autre question? Madame, monsieur, c'est ça. Enfin, une situation dans la modernité écologique et qui font avancer en fait les industriels. Comme on fait, mis à part les universités comme vous avez cité tout à l'heure, mais est-ce que vous avez d'autres moyens concrètement pour les trouver en fait? Alors avant de retransmettre le micro, je vais prendre une plateforme qui s'appelle le Hub Digital sur lesquelles 10 000 startups sont référencées justement pour adresser un problème. Une plateforme en ligne où à travers un module de recherche, il est possible de trouver de la startup qui répond à telle problématique. Donc je vous invite à tous à vous y inscrire, donc c'est le Hub Digital. Après il y a des quand on a la parole un peu de tout le monde, mais, vous avez un outil, c'est intéressant. Il suffit de taper les bons. Vous avez un site web qui est correctement fait. On devrait vous trouver normalement avec les bons mots-clés. Prenez des HubSpot par exemple ou des choses comme ça. Ça marche très très bien. Mais encore une fois, faut pas trop attendre de se faire trouver. Vaut mieux aller efficace. Il ne faut pas rester dans l'ombre. Quelqu'un d'un incubateur régional m'a dit vous êtes à Mâcon et nous à Mâcon, donc en Saône-et-Loire, mais vous savez, une étape, vous êtes dans un coin de la France qui n'est pas Paris, etc., ou Dijon. Il faut sortir, il faut passer du temps dans celui-ci par exemple. Et il faut faire sa pub et ça marche généralement assez vite et bien. Encore une fois, votre offre correspond à un besoin. Voilà. Du coup, je vais retourner à la question à notre start-upper, vu que c'est un sujet magnifique. Comment vous faites pour, tout simplement pour taper dans l'œil d'un grand groupe? Comme disait Rémi, il y a quelques années à la création par le fondateur et les premières personnes qui ont travaillé dans l'entreprise. Maximum d'événements en relation avec les domaines d'activité qui nous intéressent, avec les marchés qu'on veut adresser. Et à des endroits où on retrouve les clients qui nous intéressent, donc des B2B. Vraiment la même chose que Julie, notamment sur la partie salon professionnel. On participe à tous les salons professionnels dans lesquels il n'y a pas forcément de start-up.
qui sont les startups, enfin qui sont les salons de nos clients, qui